Le collectif des victimes de 85 était à la Maison de la Presse ce jeudi pour commémorer l'entrée en 4 de ce que les membres appellent le génocide du 4 juillet 1985. À cette occasion, ils ont demandé à l'État de tout faire pour rendre justice dans cette affaire. En Palestine, le club de la bande de Gaza n'a pas pu jouer sa finale hier mercredi. Pour cause, l'Israël n'a pas donné son autorisation. Le match devrait se jouer à Cisjordanie, un territoire palestinien toujours occupé par l'État juif. C'est tout pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour ce journal. L'entrée en 4 ce jeudi de ce que certains appellent le génocide du 4 juillet 1985. Allusion faite aux répressions dont ont été victimes de nombreux proches de Yara Traoré, ce militaire à qui on attribue le premier coup d'État manqué contre le pouvoir de Lansana Conté. À l'occasion de ce triste anniversaire, le collectif des associations des victimes de répression de 1985 ont une nouvelle fois demandé à ce que l'État pense enfin à la réparation des préjudices causés, notamment la restitution des biens saisis. Alfred Remotouré. Les victimes, parents, amis et défenseurs de la justice et de la paix ont commémoré ce jeudi le 34e anniversaire de ce qu'ils appellent génocide du 4 juillet 1985 qui a endeuillé le peuple de Guinée. À cette occasion, Mamadou Doumbouya, secrétaire administratif du collectif des victimes de cet événement malheureux, a dans une déclaration rappelé l'historique de ce que beaucoup qualifient du coup Jara. Cette date rappelle la grande conspiration socio-politique ourdie contre la communauté malinké dans le but de son extermination par les commanditaires à l'époque qui ont ignoré à dessein l'acquis indéniable de la nation à préserver. Après donc cette déclaration, les rescapés par la voix de leur vice-président ont demandé à être rétablis dans leurs droits, notamment la restitution de leurs biens qui ne serait pas faite jusqu'à ce jour. Les victimes ne sont pas encore rétablies dans leurs droits. Certes, il y a eu une ordonnance d'amnistie qui ordonne en même temps la restitution des biens, mais l'application n'a pas connu de progrès. Au-delà de cette demande de restitution des biens, le collectif des victimes de répression du 4 juillet 1985 parle d'un montant de 32 millions de dollars débloqué par les Nations Unies au titre d'un fonds de consolidation pour la paix. Les Nations Unies nous ont dit que si le 1er mars 2019 est passé, que la Guinée ne peut plus disposer de ce montant. Et le montant est élevé parce que c'est 32 millions de dollars US. Ces victimes déclarent avoir mené de nombreuses démarches auprès des autorités, mais en vain. Leur philosophie, pas de pardon s'il n'y a pas de réparation. Et tout récemment, le président de la République, en s'adressant à la nation, a demandé pardon aux victimes. Nous avons dit d'accord, nous acceptons le pardon, mais le pardon vient après la réparation. Et ça, nous sommes intransigeants là-dessus. Pas de pardon s'il n'y a pas de réparation. La Guinée compte combler un vide créé par l'absence du bureau d'information sur le crédit. La Banque centrale a présenté ce jeudi un projet de loi qui vise à instaurer ce système dans le monde des finances guinéens. Le BIC est une pratique qui permet notamment d'enregistrer et de fournir éventuellement plus d'informations à caractère personnel liées aux clients des banques et d'autres fournisseurs de services. L'un des buts recherchés, c'est de diminuer le nombre de la multitude de conditions exigées très souvent pour l'obtention de crédit auprès des banques. Suivez le compte-rendu de Sekou Jamal Pendessa et Abdoulaye Keita. Ce projet de loi portant bureau d'information sur le crédit s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires en Guinée.
Une fois adopté, le BIC permettrait notamment d'accroître le taux de crédit octroyé à l'économie nationale. Pour le moment, ce taux est très faible. En 2018, il ne représentait que 11,22% du produit intérieur brut contre une moyenne de 25% dans les pays de l'UEMOA. Pourtant, les États africains en ont réellement besoin à cause des particularités qui caractérisent leurs économies. Il y a le crédit à court terme qui est là juste pour les consommations. Et nous, pays africains, on n'est pas encore arrivé à un niveau de consommation comme les pays européens. Nous avons besoin d'investissement. Et donc cet outil-là, la loi qui va être adoptée, permettra d'avoir le bon contour pour qu'on puisse faire du crédit à long terme, donc permettant de fouetter l'investissement et de donner une croissance accrue à notre pays. Les spécialistes de l'économie révèlent que le BIC permet également de rendre les crédits plus accessibles aux petites et moyennes entreprises. Par ailleurs, il existe d'autres problèmes dont souffre le monde des finances guinéen. Ce sont des créances litigieuses. Cela est dû généralement au manque d'informations qui débouche très souvent sur un climat de doute entre créanciers et débiteurs. Les banques ont quand même des ressources. Mais l'environnement des affaires fait que les banques doutent. Et les banques aussi ont eu dans le passé beaucoup de créances douteuses, sinon les créances irrécouvrables qui les permet plus d'aller à l'aveuglette. Et cet outil va les permettre d'avoir clair autour d'eux et pour correctement travailler. La démarche expliquée au cours de cette rencontre d'information est apparemment bien appréhendée par les participants. Ce sera une démarche tout à fait qui requiert le consentement de toutes les parties, y compris des clients qui doivent consentir à livrer des informations. Ce sera les banques, mais ce sera les autres établissements financiers aussi, et même non financiers comme EDG, la SEG, etc. Au fond, c'est d'avoir le comportement financier, économique, etc. de tous les agents, pour qu'on sache si monsieur ou madame ou telle entreprise, une fois qu'elle s'est engagée à payer quelque chose, paye à temps et paye ce qu'elle doit payer. Donc ce n'est pas de la police, mais c'est un partage d'informations. Hajj 2019, on vous le disait hier, c'est le 24 de ce mois que le premier convoi des pèlerins guinéens va quitter Conakry pour la Mecque. Cette année, la Direction nationale du pèlerinage a enregistré 8000 candidats à l'accomplissement du 5e pilier de l'islam. Le processus du voyage saint avance. La phase de vaccination des candidats au Hajj a commencé mercredi à la grande mosquée Faisal en présence du secrétaire général des affaires religieuses. Alfred Touré et Abdoulaye Keita pour les détails. Ils sont au total 8000 candidats au pèlerinage cette année. Avant le départ, ils seront soumis à l'épreuve de vaccination afin d'effectuer ce voyage en bonne santé. Cette étape sera suivie selon les organisateurs par celle de la sensibilisation des différents postulants. À la mosquée Faisal où se déroulent ces opérations médicales, de nombreux candidats au pèlerinage ont répondu présents en ce premier jour. Le chef de la commission vaccination rassure. La vaccination est nécessaire pour tout le pèlerin. Donc si l'État et les Guinéens organisent cette vaccination-là, pour le pèlerin, ça dit de bonnes choses. Sur place, nous avons interrogé des candidats pèlerins. Apparemment, il n'y a pas de plainte, du moins pour le moment. Aujourd'hui, nous avons fait les vaccinations. On suit le processus et ça se passe très bien. Le départ du premier convoi est annoncé pour le 24 juillet prochain. Le secrétaire général Ali Jamal Bangoura se dit satisfait du déroulement de ces opérations de vaccination. Ça se passe très bien, comme prévu par le département des affaires religieuses, en ce qui concerne les opérations pratiques. Pour effectuer un bon pèlerinage, il faut être en bonne santé, a déclaré le secrétaire général des affaires religieuses. Ali Jamal Bangoura parle de 4 centres disponibles pour éviter la souffrance des pèlerins cette année. On a 4 centres pour ça, pour allergir la souffrance à nos candidats. C'est pour cela
au niveau des grandes mosquées ici, il y a un grand centre ici qui peut servir les 3 communes, Kaloum, Matam et Dixine. Et au niveau de Bambeto là-bas, à la mosquée Turquie, il y a un autre centre là-bas. Et au niveau des mosquées Fofana de Matoto, il y a un autre là-bas. Et il y a le 4e centre pour les hauts banlieues et les préfectures environnantes de Koya, Forikaria et autres. Ça là, c'est basé à Kuntia là-bas, à la mosquée Haramain. Hors de nos frontières, le Brexit s'est invité à la session d'ouverture du nouveau Parlement européen. On y voyait des députés tourner le dos à l'hémicycle, ce qui veut dire qu'ils veulent le Royaume-Uni quitter l'Union européenne. Les députés pro-européens, eux, portent des t-shirts jaunes pour marquer leur opposition à ce Brexit. Suivez. C'est l'image qu'on a retenue de cette session inaugurale du Parlement. Les députés pro-Brexit qui tournent ostensiblement le dos à l'hémicycle. Pourtant, quelques rangs plus bas, il y avait aussi les élus en t-shirt jaune. Stop Brexit. Et eux n'entendent pas se contenter de strapontins au Parlement européen. Leur mot d'ordre est simple, faire comme si le Brexit n'aura jamais lieu. Nous ne sommes pas des députés de deuxième classe. Nous sommes ici pour faire une différence. Nous avons été élus. Il est très important que notre contribution soit égale que s'il y ait Brexit ou qu'il n'y ait pas Brexit. Et croyez-moi, nous faisons tout en sorte que le Brexit ne se passe pas. Et je serai là pour 5 ans. Certains ont d'ailleurs exigé et obtenu des places de choix, comme cet Écossais nommé premier vice-président du groupe des Verts européens. Rien d'incongru pour le chef de file français. Vous savez, dans un groupe, vous avez beaucoup de fonctions protocolaires. C'est aussi le signal d'amitié que nous avons vis-à-vis de nos collègues britanniques. On aimerait que ce Brexit n'existe pas. Des postes protocolaires et stratégiques parfois. La présidence de la commission pêche, sujet sensible avec le Brexit, va revenir à un Lib Dem britannique qui appartient au groupe Renew, celui des macronistes. Ce qui est vrai, c'est qu'ils ont été élus. Certains, les libéraux démocrates, espèrent être élus pour un mandat complet. Nous n'avons pas de raison juridique de considérer qu'ils sont déjà partis tant qu'ils sont encore là. Et d'ailleurs, dans ce groupe, la cohabitation risque d'être parfois tendue, car les Français macronistes poussent pour que le Brexit ait lieu rapidement, avec ou sans accord, quand leurs alliés britanniques réclament un deuxième référendum. Catastrophe naturelle au nord-est de la Chine. Une puissante tornade a frappé l'empire du milieu dans la province de Taiyuan. La ville de Tailin a enregistré des morts et beaucoup de dégâts. Reportage. Un tourbillon qui emporte tout sur son passage. Il aura suffi de 15 minutes pour semer le chaos dans la ville de Taiyuan, au nord-est de la Chine. 15 minutes dévastatrices et meurtrières. Un bilan provisoire fait état d'une dizaine de morts et de plus de 200 blessés. Les autorités se sont activées toute la nuit pour chercher les survivants. Quand nous sommes arrivés, voilà à quoi ressemblait la scène juste après le passage de la tornade. Notre première priorité a été de rechercher les survivants piégés sous les décombres. Nous conduisons actuellement la 4e recherche dans cette zone. La tornade, chargée de grêle et d'une pluie torrentielle, a dévasté cette zone industrielle. Des dizaines de commerces et de manufactures, il ne reste plus rien que des amas de tôle froissée. Dans les rues, poteaux électriques et arbres jonchent le sol. Les habitants ont fait face à des vents d'une extrême violence. Une famille d'ici a été particulièrement touchée. Leurs réfrigérateurs et les fenêtres au nord et au sud de la maison ont été totalement détruits. La tornade est entrée dans la maison et a arraché les portes. La Chine est l'une des régions du monde les plus touchées par les événements météorologiques extrêmes après l'Inde et les Philippines. En 2018, 6 millions de Chinois ont été affectés. Le sport rime généralement avec la joie, surtout quand on annonce les finales des grandes compétitions de football. Mais en Palestine, on a plutôt assisté à un scénario de déception chez les joueurs du club de la bande de Gaza et leurs supporters. Ils devaient jouer hier mercredi la finale de la Coupe de la Palestine, mais elle a été reportée pour faute d'autorisation de la part de l'Israël qui exerce toujours un pouvoir de domination sur ce territoire occupé. Suivez.
Vainqueur de la Coupe de Gaza avait triste mine mercredi. Déception et colère de n'avoir pu jouer un match crucial, celui de la finale de la Coupe de Palestine près de Naplouse en Cisjordanie occupée, faute d'obtenir l'autorisation d'Israël. L'occupant a répondu à l'intense préparation du club par le rejet et l'intransigeance. Seuls 4 permis de sortie de la bande de Gaza sur les 35 demandés ont été délivrés. La finale prévue mercredi a donc été reportée. L'équipe devait affronter le Balata FC, gagnant de la Coupe de Cisjordanie. Des obstacles coutumiers dans les territoires en raison notamment du strict blocus qu'impose Israël à la bande de Gaza. Le tournoi a d'ailleurs été interrompu pendant plus d'une décennie et n'a repris qu'en 2015, après l'intervention de la FIFA. 2015, année où un club de la bande de Gaza, le Shabab Rafa, avait réussi à remporter la coupe malgré le fait qu'Israël ait empêché 10 de ses joueurs de participer à la finale. Les joueurs palestiniens ont donc décidé de contre-attaquer. Notre club maintient son droit inaliénable de se rendre à Naplouse pour jouer le match. Les Palestiniens accusent la FIFA d'immobilisme, la Fédération internationale de football qui refuse notamment de jouer les arbitres concernant les clubs israéliens situés dans les colonies en Cisjordanie. Mais en juin dernier, son président, invité à la conférence de Bahreïn consacrée au règlement du conflit israélo-palestinien, s'est engagé à construire plus de stades dans les territoires qui ne comptent que 25 stades pour 5 millions d'habitants. Et voilà donc, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette grande édition d'information réalisée par toute l'équipe de Ganga RTV. À tous, merci de l'avoir suivi et à très vite.